Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session. Donc on va vous parler un petit peu de réalité augmentée. On va aller à la découverte de la réalité augmentée avec ARCore. Alors, en fin de compte, on vous a un petit peu menti, enfin pas menti, mais depuis qu'on a commencé la présentation, Google a changé le nom d'ARCore. Ils ont décidé d'appeler ça Service Google Play pour la réalité augmentée. Donc si vous cherchez dans le store, vous trouverez Service Google Play pour la réalité augmentée. On continuera de l'appeler ARCore parce que c'est le nom du SDK, c'est le nom des dépendances qu'on va mettre et c'est beaucoup plus pratique à dire que Service Google Play pour la réalité augmentée. C'est un service que vous allez installer sur votre téléphone. Donc vous le téléchargez dans le store. Il s'affichera que si le téléphone est compatible, on en reviendra dessus. Vous allez l'installer dans le téléphone. Et puis, vous ne l'installez qu'une seule fois, ça marchera pour toutes les applications de réalité augmentée que vous voudrez faire par la suite. Donc, je suis Christophe Jolivet, je suis agitateur technique chez Appseed et vous pouvez me retrouver dans les différents réseaux plus ou moins sociaux sous JolivetC. Et je suis Jérémy Voisin, je suis leader technique chez Appseed. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, @Jérémy Voisin _ sur Twitter et Jérémy Voisin sur GitHub. Alors, on va commencer par une démo, parce que ça va me permettre de vous montrer des trucs, et puis après, on vous expliquera comment ça marche. Puis comme ça, on sera fixé tout de suite si les démos sont avec nous ou pas. Hop. Voilà. Donc là, vous avez l'écran de mon téléphone. Et je vais lancer une première démo qui s'appelle Hello Sendform, qui vient avec le SDK. Donc voilà. Donc là, j'ai une invitation à scanner l'environnement. Vous avez une petite main qui bouge en fond. Donc je vais simplement déplacer mon téléphone pour scanner l'environnement. Et maintenant, il m'affiche des points blancs. Ça veut dire qu'il a détecté un plan. Alors, les stickers par terre, c'est moi qui les ai mis parce que on reviendra dessus, il faut des choses par terre, il ne faut pas un sol uni. Donc là, il m'a détecté le plan au sol. Donc je vais pouvoir taper sur l'écran et placer des petits ND, des petits personnages. D'accord ? Ces petits personnages, c'est comme s'ils étaient là. Voilà. Je peux m'approcher, je peux faire le tour du personnage. Voilà, simplement. Alors si ça tremble un peu, c'est parce que c'est le stress, je suis au bout du monde et j'ai peur de tomber au bord de la planète. Donc, mon petit bonhomme, je vais pouvoir le grossir, je vais pouvoir le faire tourner, simplement. Je vais pouvoir éventuellement le prendre et le déplacer pour le remettre plus loin. Voilà. Donc ça marche plutôt bien, c'est très réaliste. Ça marche même bien jusqu'à un moment, c'est quand quelque chose passe entre le modèle et la caméra. À ce moment-là, le rêve s'effondre. Alors on va avoir le même phénomène, voilà, comme ça, si je fais ça, voilà. Donc là, on a un problème, il devrait être caché par la table. On va revenir un peu sur tout ça. Alors, on va commencer avec un petit peu d'introduction, un petit peu de vocabulaire autour de la réalité augmentée. D'abord, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, qu'est-ce qui est quoi? La réalité virtuelle, c'est ça, ce côté-là. C'est des choses qui ne sont pas là, et puis en plus, ce n'est pas l'endroit actuel. C'est pas l'endroit où vous êtes complètement transporté ailleurs. C'est ce que vous avez avec les Oculus Rift, les PlayStation VR, HTC Vive, ce genre d'outils. Pour interagir avec vos modèles, généralement, vous allez utiliser des devices spécifiques, des outils spécifiques comme les PlayStation Move ou les manettes qui vont avec le HTC Vive. Dans les derniers modèles d'Oculus, ils sont capables de détecter vos mains devant, et à ce moment-là, on n'a plus besoin de périphériques spécifiques. La réalité augmentée, c'est ce qu'on vient de faire. C'est des choses qui ne sont pas là dans l'endroit que vous êtes actuellement en train de regarder. Donc, par exemple, le X-Wing ici. C'est ce qu'on fait avec un smartphone, comme je viens de le faire. C'est ce que vous pouvez faire aussi avec, par exemple, les Google Glass. Vous savez, ce petit écran qui vous affiche des informations, des petites fenêtres qui flottent devant vous. Le Vuzix Blade AR et l'Everysight Raptor, c'est plus des appareils à visée industrielle. Donc, ça va être pareil, des genres de lunettes avec un écran qui va vous permettre d'afficher de l'information. Dernier type, ce qu'on appelle la réalité mixte. Alors, dans la réalité augmentée, pour interagir, du coup, vous avez soit tapé sur l'écran comme j'ai fait, soit, par exemple, pour les Google Glass, c'était la branche de lunettes. La réalité mixte, c'est les Microsoft HoloLens, les Magic Leap One. C'est des choses qui ne sont pas dans l'endroit où vous êtes actuellement, que vous regardez. La nuance ici, vous pouvez voir, c'est que le nez du X-Wing est caché derrière le pied de la table. C'est-à-dire qu'il va au-delà de la simple détection de plan, comme j'ai fait à l'instant. Il va détecter les objets dans la pièce, il va détecter ce qu'on appelle l'occlusion, pour être capable de masquer les modèles.
Du point de vue interaction, on va travailler simplement avec les mains, comme avec les Microsoft HoloLens. Tu parles du capteur Time of Flight. Voilà. Donc la nuance, c'est des appareils qui sont beaucoup plus chers parce qu'ils disposent d'un capteur supplémentaire qu'on appelle le capteur Time of Flight, qui va projeter une matrice de points dans l'environnement qui sera vue par une caméra spécifique. Cette matrice de points, ça leur permet de déterminer la distance du fond de l'image. Alors une autre notion, c'est les degrés de liberté. 3 degrés de liberté, c'est quand vous bougez la tête. C'est ce que vous avez par exemple dans une vidéo 360 avec YouTube. Vous pouvez tourner, regarder partout autour de vous, mais vous ne pouvez pas décider de vous déplacer dans la scène. 6 degrés de liberté, vous allez pouvoir tourner la tête et vous allez pouvoir vous déplacer au sein de la scène. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je suis passé derrière mon modèle 3D. Alors, comme on va vous parler de 3D, il faut qu'on vous présente quelques petites notions de 3D. Alors pour ça, en général, je prends l'exemple de vouloir modéliser une table ou même juste le dessus de la table, donc finalement juste un rectangle. Donc pour ça, je vais commencer par poser les sommets, qui s'appellent vertices en 3D. Je vais les rejoindre par les arêtes, edge, et ça va me donner la face. Donc là, ce serait du coup la surface de mon rectangle de ma table. Si on met plus de vertices, plus de edge et plus de face, on peut avoir ce qu'on appelle un mesh, donc comme notre petit Andy de tout à l'heure. C'est pas très beau, donc on peut rajouter ce qu'on appelle une texture. Ça revient à enrober notre mesh dans une image. Donc là, en l'occurrence, c'est une image verte. Par-dessus, on peut rajouter ce qu'on appelle des shaders. Alors les shaders, c'est un ensemble de règles qui définissent le comportement de la lumière sur notre mesh. Et quand on assemble les shaders et les textures, on obtient ce qu'on appelle un material. Donc là, notre Andy a un material métallique. Une fois qu'on a bien designé notre Andy, il faut pouvoir le déposer dans l'environnement 3D. Et on a pour ça ce qu'on appelle la pose. Alors la pose, c'est une combinaison de translation et de rotation par rapport à une origine, pas forcément le centre du monde 3D. Par exemple, mon origine, ça pourrait être, je ne sais pas, le fond de la pièce là-bas. Et ma pose, ici, ce serait la translation et la rotation depuis le point là-bas jusqu'ici. Donc voilà, on a présenté quelques petites notions de 3D qu'il fallait pour parler d'AirCore. Donc on peut parler d'AirCore maintenant. Alors AirCore, c'est le remplaçant du projet Tango. Le projet Tango, c'était un projet par Google qui visait à créer un device spécifique pour faire de la réalité augmentée. Donc en fait, c'était juste un smartphone avec un petit capteur Time of Flight, donc à projection de points en infrarouge, au derrière du téléphone. Sauf que avec une petite appli pas très connue qui s'appelle Pokémon Go, on a montré qu'on pouvait faire quasiment la même chose avec un smartphone classique que tout le monde avait dans sa poche. Donc Google a abandonné Tango, et pour remplacer Tango, ils ont créé un framework AirCore qui va se plugger sur des smartphones plutôt classiques. Actuellement, on est en version 1.15, c'est sorti en 2018, donc ça va quand même assez vite. Et il y a des SDK pour à peu près toutes les plateformes, que ce soit iOS, Android, Unity, ou même d'autres moteurs de jeux vidéo. Pour utiliser AirCore, du coup, il faut un smartphone Android, sous Android 7 minimum, API 24. Il faut que le smartphone soit dans la liste des devices compatibles qu'on peut retrouver sur ce lien ou en cherchant sur Google AirCore Supported Device. Ça commence à peu près à 250 €. Il y a 185 modèles supportés. Le mien, c'est un Honor 8X, 250 € et ça peut faire tourner AirCore. Pas forcément dans son intégralité, on le verra après, mais ça fait tourner AirCore. Alors AirCore, ça fait plein de choses, donc ça fait la réalité augmentée, bien entendu, mais ça sait très bien comprendre son environnement. Ça passe par la détection de plans, comme on l'a vu tout à l'heure. Christophe a déposé un Andy sur le sol. C'est le plan qui a été détecté. On a une très bonne compréhension de la lumière, on verra ensuite. On peut faire de l'image et du visage augmenté, c'est-à-dire déposer des images par-dessus des images ou des visages. On a une très bonne détection du mouvement et le suivi du mouvement, et on verra un mode multijoueur qui s'appelle les Cloud Anchors. Alors la première question, c'est qu'est-ce que voit AirCore? Comment est-ce qu'il perçoit l'environnement? Donc le premier truc qu'il va voir, c'est ce qu'on appelle des points d'intérêt. Donc ce sont les petits points bleus qui apparaissent là à l'image. Donc ça va être des angles, des bordures d'objets, des choses comme ça, les touches de mon clavier, le bas de la gourde qui est sur le bureau. Alors dans la moquette, je ne sais pas trop ce qu'il reconnaît comme motif, mais il trouve les motifs aussi sur la moquette. Et à partir de ces points,
quand je vais déplacer mon téléphone, il va analyser comment les points évoluent les uns par rapport aux autres, et il va pouvoir déterminer quels sont les points qui font partie d'un même plan. Puisque lui, de l'autre côté, il va disposer des informations du gyroscope du téléphone pour savoir dans quelle direction on se déplace. Donc avec ces points d'intérêt, il va calculer quels sont les plans disponibles. Alors je n'ai pas fait la démo là parce que j'avais testé, il n'y en avait pas qui marchaient, mais ils sont aussi capables de détecter les plans verticaux. Donc il fait les plans horizontaux et les plans verticaux, mais je n'avais pas de plans verticaux avec suffisamment de motifs. La deuxième chose que va détecter AirCore, c'est la lumière. Pour la lumière, il va s'appuyer sur ce qu'on appelle les lighting cues. Donc ce sont des petites informations qu'il va prendre dans l'image. Derrière, techniquement, vous avez un réseau de neurones qui va tourner, qui va analyser votre image en continu et qui va vous faire une estimation de l'intensité de la lumière, est-ce que vous êtes dans une pièce très éclairée ou pas. Éventuellement, s'il y a une correction de couleur à appliquer, donc il va vous proposer d'appliquer cette correction de couleur. Si vous voulez faire de la réalité augmentée dans une boîte de nuit avec un éclairage rouge et bleu, vous aurez vos modèles comme s'ils étaient éclairés en rouge et en bleu. Vous allez pouvoir avoir des ombres intelligentes. Donc il va analyser la position des ombres, des objets qui sont réels dans la pièce, pour déterminer la position des sources de lumière et vous proposer de mettre l'ombre dans la bonne direction. Enfin, dernière chose, c'est l'émulation des reflets. Donc en ayant les sources de lumière, il pourra vous faire tout ce qui est reflet métallique. Un spot se reflétant sur le métal d'une chaise, par exemple, il pourra aussi se refléter sur votre modèle, à condition d'avoir mis les bons shaders, des shaders qui font des reflets métalliques. Au niveau du suivi du mouvement, quand je me déplace autour des modèles, comment ça marche? Ça repose sur un algorithme qui s'appelle VIO, pour Visual Inertial Odometry. C'est la combinaison des déplacements des points d'intérêt dans l'image, des informations qui vont être aussi issues de l'accéléromètre, des gyroscopes et du compas du téléphone. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui commence à faire tilt derrière dans votre tête. Je vous ai dit, on a des réseaux de neurones qui tournent, on a la caméra qui tourne, on a les gyroscopes qui tournent, on a les compas qui tournent. Ça mange la batterie très vite. Vous allez pouvoir, dans votre scène, faire une localisation de son. Alors ça ne fait pas partie d'AirCore lui-même. C'est un autre SDK qui s'appelle Résonance Audio, qui utilise des algorithmes qui s'appellent Binaural Audio. Vous allez pouvoir poser vos sources de son dans la scène et il va s'occuper de produire le son avec les effets stéréo. C'est-à-dire que le son arrivera plutôt sur l'oreille qui est du côté de la source de son. Et si votre scène est conçue avec des parois, si vous avez simulé des parois dans votre scène 3D, vous aurez aussi les effets d'écho. Du point de vue de l'utilisation d'AirCore, on va avoir 4 modes d'utilisation. Le premier, ça va être le modèle viewer dans un navigateur. Donc c'est depuis la version 1.9. Avant, il fallait faire du WebXR. Une application Android native, ce qui était le cas tout à l'heure. Et puis, on pourra aussi l'utiliser sur iOS ou avec des moteurs de jeu. Du coup, si vous avez déjà installé AirCore sur votre smartphone et qui est compatible depuis la version 1.9, vous avez peut-être déjà rencontré AirCore et donc les modèles viewer dans votre navigateur. Donc je vous propose une démo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est ça, tout à fait. Par exemple, là ici, sur Google, on a cherché un requin. Ah, j'ai tourné, pardon. Voilà. Et quand on scrolle un petit peu, on arrive sur cette vue-là, où on propose de voir en 3D. Donc je peux cliquer dessus. Et là, j'arrive sur une première partie de ce qu'est le modèle viewer et de ce qu'est l'implémentation d'AirCore dans le navigateur. Là, j'ai un nouveau bouton, voir en RA, en réalité augmentée. Donc je clique dessus, et là, je suis invité à scanner mon environnement. Si ça veut bien. Voilà. Et donc, immédiatement, je peux visualiser mon requin. Donc, pareil, hein, bouger auprès, reculer. Alors, ça lag un peu à l'écran avec la retransmission, mais c'est beaucoup plus fluide sur le téléphone. On pourra vous faire des démos après si vous voulez. Donc là, je peux promener mon requin si je veux. Voilà, c'est bon. Je peux zoomer, dézoomer, donc tourner autour, comme avec le petit Andy sur la première démo. Voilà. Hop. Hop. Donc c'était le modèle viewer. Donc comme j'ai dit, modèle viewer, c'est l'intégration d'AirCore dans le navigateur. C'est une simple ligne en fait, c'est un web component qu'on a récupéré, soit juste en plaçant le lien CDN, soit récupérant le web component. Donc c'est juste une ligne dans un fichier HTML où on a mis donc model viewer, la source
de notre modèle 3D. Donc là, dans l'exemple, c'est astronaut.jltf, mais ça, dans la démo, ça aurait été le requin.jltf. Et on voit un petit flag AR qui nous permet donc d'inviter l'utilisateur à voir en réalité augmentée le modèle 3D. C'est compatible avec tous les navigateurs, enfin quasiment, et on peut voir que c'est compatible desktop et mobile. Alors, sur mobile, bien entendu, on peut avoir la fonctionnalité réalité augmentée, mais sur desktop, on n'a pas cette fonctionnalité. On a juste la première vue avec notre requin dans un scene viewer, en fait. Mais ça marche sur desktop et sur mobile. Il y a quelques limitations au modèle viewer. On est limité à 30 000 vertices et à 10 materials. Bon, c'est déjà quelque chose de relativement complexe. On peut faire déjà des modèles plutôt complexes. On a une seule animation possible. Comme on voyait là sur la démo, le requin nageait, mais c'était une seule animation qui était jouée en boucle. Et on a une interaction limitée, donc on peut juste déjà promener un requin, ce qui est quand même pas mal. On peut zoomer, dézoomer, faire des rotations, mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc on ne pourrait pas imaginer concevoir un jeu complet avec ce genre de limitation. Après, il faut faire du WebXR si on veut faire un jeu dans le navigateur en réalité augmentée. Alors, du côté Android, pour les applis natives, comment ça va se passer? La première chose à faire, dans votre build Gradle, vous allez préciser que vous allez utiliser la version 8 de Java. Ensuite, vous allez tirer une dépendance. Cette dépendance, c'est SendForm. Alors, SendForm, on reviendra dessus, c'est l'API haut niveau d'AirCore. Et puis, dernière chose que vous aurez à faire, c'est un plugin à rajouter dans votre build. Ce petit plugin, il va vous permettre de convertir des formats standards d'objets 3D vers un format qui sera utilisé sur le téléphone. Au niveau du manifeste, qu'est-ce qu'on va faire? On demande naturellement la permission d'utiliser la caméra. On va préciser que dans les features, on a besoin de la caméra en mode réalité augmentée. Et puis, au niveau des métadatas de l'application, on va préciser qu'on a besoin d'AirCore. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'API d'AirCore? Dans cette API, la première chose qu'on va retrouver, c'est l'encre, encore. Cette encre, c'est une localisation fixe dans le monde réel. Donc c'était le point que je visais avec mon doigt et sur lequel je voulais poser mon objet, mon petit handy tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez vous déplacer dans la pièce, AirCore continue à analyser la pièce et éventuellement l'encre risque de dériver un petit peu. C'est pour ça qu'il est recommandé de bien scanner l'environnement avant de commencer à poser la première encre. Autre chose à savoir, c'est que la position de l'encre est recalculée en permanence quand vous vous déplacez. Donc, on conseille de ne pas aller au-delà d'une vingtaine d'encres dans votre scène, parce qu'après, ça fait trop de calculs. On va tricher, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera une encre en référence, et si on a plusieurs modèles à poser, on utilisera des poses distinctes, donc des translations, rotations pour tous vos modèles à partir de cette même encre. Une fois qu'on a cette encre, on va disposer de l'API basique. Donc c'est l'API bas niveau, on se retrouve à faire du OpenGL. Donc c'est pas très fun, on fait tout à la main. Donc il va falloir inviter l'utilisateur à scanner son environnement. Il va falloir d'essayer de lui afficher les plans. Donc c'est ce que faisait la première démo, vous savez, avec les points bleus et puis ensuite les triangles qui apparaissaient. Et puis une fois que vous avez le plan que l'utilisateur a tapé, il va falloir poser l'objet. Donc vous avez un fichier OBJ. Les fichiers OBJ, c'est quoi? C'est un ensemble de coordonnées pour vos vertices. Et puis ensuite un ensemble de vertices à relier entre eux avec les edges, et puis vos faces, et puis derrière vous aurez les shaders et tout à mettre, beaucoup de code, et puis du code pas très intéressant à écrire. Et puis encore après ça, il faudra gérer tout ce qui est interaction. Donc déplacer le modèle, le tourner, le zoomer, etc. C'est pour ça qu'il y a une API haut niveau qui a été écrite qui s'appelle SendForm. Cette API haut niveau, elle va vous permettre d'avoir un rendu de la scène 3D facilement. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en réalité augmentée pour l'utiliser, et sans écrire une ligne d'OpenGL. SendForm utilise un moteur de rendu physique très réaliste qui s'appelle Filament. Le projet est écrit par un Français, Romain Guy, et vraiment très intéressant. Allez voir le projet sur GitHub, il y a de très belles images de rendu du moteur. Et puis, SendForm vous fournit aussi le fameux plugin qui va faire la conversion du fichier OBJ vers les fichiers qui sont utilisés, SFA et SFB. Qu'est-ce que va nous amener SendForm? SendForm va nous amener un AR fragment. Donc, si vous connaissez les fragments dans les interfaces, vous mettez simplement le fragment dans le layout.
Ce AR fragment, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous permettre de gérer l'invitation de l'utilisateur à scanner l'environnement. Vous vous souvenez la main avec le téléphone qui se déplaçait au début? Je n'ai pas mis de code, j'ai juste mis mon fragment. Vous mettez le fragment, vous avez la main, et puis une fois qu'il a détecté le plan, vous avez les points blancs qui apparaissent. Et vous avez juste mis ce fragment dedans. Le fragment, il va aussi vous permettre d'avoir tout le système d'événements, c'est-à-dire les tapes, les pinches, les twists, quand je déplaçais les modèles, les drags, etc. La notion suivante à avoir, c'est la scène. Vous allez construire une scène 3D, vous allez mettre vos modèles, et du coup, dans cette scène, vous aurez des nœuds. Une scène, c'est un graphe de nœuds. Vous avez des nœuds qui seront reliés les uns aux autres. Tout va être un nœud. Donc le premier type de nœud qu'on va rencontrer, c'est l'anchor node. C'est un nœud qui correspondra à une encre. Vous savez, le point dans la réalité. Après, vous allez pouvoir mettre des transformable nodes sur lesquels vous viendrez mettre vos modèles 3D. Ces transformable nodes, ils seront connectés au système d'événements. On va voir comment. Vous pouvez mettre des skeleton nodes si vous voulez des modèles animés. Vous pouvez utiliser des augmented face nodes, donc c'est les détections de visage. Même la caméra, même la lumière, tout ça, c'est des nœuds. Et la scène va vous fournir tout ce qui est détection de hit. Donc quand vous tapez sur l'écran, ils vont faire ce qu'on appelle le recasting. Ils vont lancer un trait perpendiculaire à l'écran et vous donner le premier objet rencontré, que ce soit un modèle 3D ou le plan. Si comme moi, vous n'êtes pas très doué en OpenGL et choses comme ça, vous ne savez pas faire autre chose que des sphères et des cubes, vous pouvez utiliser des bibliothèques d'objets comme polygoogle.com. Donc c'est de là que venait le X-Wing des premières slides. Dessus, vous trouverez des fichiers OBJ, FBX, GLTF, ce sont les formats standards. Et puis le plugin vous permettra la conversion. Alors, au niveau du code, donc j'ai mon fragment. Là, je suis dans mon activité. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un modèle renderable en attribut sur notre activité. Et dans la méthode onCreate, on va charger ce modèle. Donc pour ça, vous avez un builder. Vous lui donnez le fichier, vous appelez build, ça vous renvoie un completable feature. Et puis, vous gérez simplement votre completable feature derrière. Si ça s'est bien passé, vous gardez la référence vers le modèle chargé. Si ça se passe mal, vous ne faites pas comme moi, vous affichez un message à l'utilisateur. Là, il fallait que ça rentre dans la slide. La chose suivante à faire dans le code, on a récupéré l'AR fragment, on va mettre un tap AirPlane Listener dessus qui va recevoir le hit result, le plan concerné, éventuellement les mouvements. On va commencer par créer une encre. Donc le hit result, on lui dit « crée-moi une encre à cet endroit-là ». Donc il va me créer l'encre. Je vous rappelle, l'encre, c'est le point dans la réalité. Cette encre, je vais créer un anchor node dessus. Donc l'anchor node, c'est le nœud dans ma scène 3D qui va correspondre à l'emplacement de mon encre. J'accroche mon anchor node dans ma scène. Je lui donne la scène en parent. À partir de là, je vais pouvoir créer un transformable node. Ce transformable node, je vais lui fournir le système de transformation de mon fragment. Ça lui permettra de gérer tout ce qui est zoom, déplacement, rotation, etc. Ce transformable node, je lui mets un parent qui va être mon anchor node. Donc je lui dis, tu es au même endroit que l'anchor node. Tu es accroché dessus, avec une pose nulle, pas de translation, pas de rotation. Et puis, je l'habille en lui faisant un set renderable et je lui fournis le renderable. Et avec ça, vous avez vu 80% du code de la première démo. Le code qui manque, c'est vous ne m'avez pas autorisé à utiliser la caméra et puis ARCore n'est pas installé ou ARCore n'est pas supporté. Voilà. Donc avec ces quelques lignes de code, donc la création, le chargement du modèle et ici la création de l'encre et le dépôt du ND, vous avez la première démo. Alors j'ai une autre démo. Hop. Tac. Alors je scanne mon environnement, il a détecté le plan. Maintenant, je vais taper avec mon doigt sur l'écran. Donc, il va faire le recasting. Il a créé une encre, un anchor node. Je crée un transformable node sur lequel je mets un modèle. Ici, mon modèle, c'est un simple layout Android. Il faut savoir que tous les layouts sont des renderables. Donc, je peux décider d'en mettre plusieurs. Alors, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est ça. C'est que je peux tourner mon téléphone. Donc, j'ai perdu mes modèles. Mais quand je reviens, ils sont toujours là. On n'est pas obligé de rester fixé dessus. Donc, ce que je peux faire maintenant, il me fournit la détection de hit. Donc je vais taper sur un des modèles et il va venir vers moi. Et ce coup-ci, il est resté accroché à moi.
Qu'est-ce que j'ai fait? Simplement, quand je tape sur le modèle, ce que je fais, c'est que je prends mon modèle, je l'accroche à mon caméra node, au lieu de le laisser accrocher à l'anchor node qui était au sol. Et ensuite, je le repositionne là où il était au début. Et je me contente d'animer les valeurs de la pose, donc la translation pour venir à mon téléphone et la rotation pour redresser la carte devant mon téléphone. Et ensuite, la carte me suit. Si je retape dessus, elle retourne à sa position d'origine, simplement. Alors, on va pouvoir faire aussi les augmented face. Donc ça, c'est une des démos qui vient avec le SDK. Simplement, il va détecter les visages et puis il va vous renvoyer un mesh pour ce visage. Un mesh de 468 points. Voilà. Donc on a un mesh très complet. Vous avez aussi 4 poses. Le bout du nez, en haut à droite et à gauche du front, et une autre au milieu de la tête à l'arrière du nez, qui vont vous permettre de positionner des modèles. Donc par exemple, ici dans la démo, ce sont les 2 oreilles et le nez qui suivront le visage après. Si vous avez déjà joué avec il y avait d'autres API de détection de visage sur Android, celle-ci est beaucoup plus puissante. C'est-à-dire que l'autre décrochait très vite dès qu'on bougeait la tête, celle-ci suit vraiment les mouvements de la tête. L'autre possibilité, c'est les augmented images. Donc là, par exemple, il reconnaît l'image de la Terre, il vient me positionner des petits bords de cadre autour de l'image. Donc ça aussi, c'est une des démos qui vient avec le SDK. Donc il va pouvoir vous détecter jusqu'à 20 images en simultané dans votre scène. Et puis vous positionnez des modèles 3D autour ou dessus. Vous allez soit charger les images que vous voulez détecter en live, soit utiliser une ligne de commande avant, qui s'appelle AirCore Image, qui va avoir 2 avantages, c'est qu'elle va préparer les images. Donc elle va permettre un démarrage beaucoup plus rapide de votre application. Et deuxième avantage, c'est qu'elle va vous donner un score sur la capacité à reconnaître l'image. Il ne faut pas des images trop régulières. Typiquement, si vous avez une façade d'immeuble avec toutes les fenêtres de la même taille au même endroit, etc., il va avoir beaucoup de mal à le retrouver. Vous pouvez avoir jusqu'à 1000 images dans cette base de données. Donc votre application pourra reconnaître jusqu'à 1000 images, dont 20 en simultané dans la scène. Et ils sont maintenant capables, depuis l'avant-dernière version, je crois, la 1.13, de suivre des images qui se déplacent. Donc, typiquement, un côté de camion, sur lequel vous allez pouvoir rajouter une publicité en modèle 3D, par exemple. Dernière chose qui vient avec le SDK, c'est les Cloud Anchor. Donc les Cloud Anchor, ce sont des encres, comme j'ai là, comme j'ai utilisé, mais qui sont partagées dans le cloud. Donc elles sont envoyées vers le cloud Google, elles seront gardées pendant 24 heures dans ce cloud et elles auront un identifiant que vous pourrez partager avec d'autres utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On fera une démo à la fin là-dessus. Ça veut dire que l'autre utilisateur va pouvoir reconnaître cette encre et voir le modèle au même endroit que vous. Vous allez pouvoir partager des scènes 3D entre utilisateurs. Pour ça, il faut activer le service au niveau de Google Cloud, donc le AirCore Cloud Anchor API, qui va vous renvoyer une clé. Ça vous donnera une clé qu'il faudra mettre dans le manifeste. Au niveau du code, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la session AirCore. Donc on fait le new session, on lui donne l'activité. Cette session, on va la configurer pour activer le mode des Cloud Anchor. Et on réinjecte alors on prend la configuration de la session, on active les Cloud Anchor et on réinjecte ça dans la session. Et ensuite, au moment où vous allez faire l'encre, donc c'est comme tout à l'heure, j'ai mon hit avec mon crête Anchor, sauf que ce coup-ci, je fais session host Cloud Anchor, donc ça me renvoie une autre encre. Et cette autre encre, elle possède un Cloud Anchor ID que je peux partager avec les autres utilisateurs. L'utilisateur qui va recevoir mon Cloud Anchor ID, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il a configuré sa session pour les utiliser. Il fait simplement un Resolve Cloud Anchor avec l'ID. Donc, il va scanner la pièce. À un moment, ça va lui dire « Ah, je reconnais, c'est ici. » Il va lui placer l'encre au même endroit. Et à partir de là, comme tout à l'heure, vous créez votre Anchor Node, vous l'attachez à la scène, vous créez votre Transformable Node, vous l'accrochez à l'Anchor Node, vous mettez le modèle par-dessus et vous partagez le même modèle au même endroit. Alors, si vous êtes plutôt familier de la plateforme iOS, il est aussi possible de faire de la réalité augmentée sur iOS. C'est même arrivé avant d'ailleurs. Donc, il y a un framework qui s'appelle AirKit. Et globalement, les fonctionnalités majeures sont exactement les mêmes que sur AirCore. Donc, on a suivi de mouvement, estimation de la lumière, compréhension de l'environnement. Les algorithmes utilisés sont même les mêmes.
Il y a juste la différence majeure, c'est le contrat de nommage. Donc, par exemple, SendForm s'appelle SendKit chez Apple, mais c'est la grosse différence entre les deux frameworks. Il y a un truc cool quand même qui est arrivé sur ARKit depuis la version 3, c'est qu'on commence à gérer l'occlusion. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand Christophe a passé sa main devant le modèle est passé par-dessus. Chez Apple, on commence à gérer ça depuis la version 3 d'ARKit. C'est aussi en bêta-test sur AirCore. Ce qui est bien avec AirCore, qu'AirKit ne fait pas, c'est qu'AirCore peut se plugger par-dessus AirKit, et donc apporter la fonctionnalité des Cloud Encore sur un device iOS. Donc on pourrait imaginer une expérience partagée entre un device iOS et un device Android sur un jeu, par exemple, où tous les utilisateurs pourraient utiliser le même playground. On a dit qu'il y avait un SDK AirCore pour Unity, c'est le cas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que faire de la réalité augmentée avec Unity, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque historiquement, on a un framework qui s'appelle Vuforia, qui vient même directement avec l'installeur d'Unity maintenant, donc on peut installer directement Vuforia avec Unity. Ce que ça fait globalement, Vuforia, c'est que ça permet d'entraîner des réseaux de neurones pour faire de l'image augmentée. C'est vraiment à très grosse maille. On s'en sert essentiellement dans le milieu professionnel pour la formation. C'est-à-dire, par exemple, quand un nouvel opérateur arrive dans une usine, on lui donne une application créée avec Vuforia, il peut scanner la machine et apprendre à se servir des différentes parties de la machine avec de l'image augmentée. On a aussi de la superposition de petits modèles 3D, c'est-à-dire on peut faire de la reconnaissance de petits objets 3D et y superposer d'autres modèles 3D. C'est moins utilisé. La différence entre les deux, alors déjà, les deux s'intègrent très bien avec Unity. Donc Vuforia peut s'installer directement avec l'installeur Unity. AirCore, c'est juste un Unity package à télécharger sur GitHub. On est sur deux segments différents. Donc on a plutôt le côté ludique avec AirCore, donc là où comme on a une bonne compréhension de l'environnement, on peut avoir une bonne interaction avec l'environnement. Dans le cadre de jeu, c'est plutôt pas mal. Dans Vuforia, comme je l'ai dit, on est plutôt sur le domaine de la formation. Même si Vuforia commence à apporter un petit peu de compréhension de l'environnement, c'est clairement pas aussi poussé qu'avec AirCore. Et inversement, d'ailleurs, AirCore fait de l'image augmentée, mais pas aussi bien que Vuforia le fait. Grosse différence entre les deux, AirCore est en licence à page 2.0, on peut développer et distribuer gratuitement une application, alors qu'avec Vuforia, on peut juste développer une application gratuitement, mais pas la distribuer sans payer de licence. Pourquoi on a voulu utiliser Unity? Alors on voulait pousser un petit peu l'expérience utilisateur pour voir vers quoi on pouvait s'orienter. Donc on a voulu bénéficier de l'expérience du moteur de jeu vidéo qu'est Unity, donc avec le moteur physique, gestion réseau, etc. On voulait bénéficier de l'asset store où sont stockés des scripts et des modèles 3D distribués par la communauté gratuitement ou non d'ailleurs. Et on a une bonne intégration des modèles 3D standards du marché, donc GLTF, OBJ, FBX, comme on a présenté pour SendForm d'ailleurs. Donc je vous propose une petite démo. Connecté à mon réseau. Oui, je suis sur ton réseau. Sur le Wi-Fi. Tac. Okay. Alors vas-y. Je te passe en main libre. Tac. Ah, peut-être l'effet démo maintenant. On n'en a pas eu jusqu'ici. Attends. Hop. C'est bon. Voilà. Magnifique. Moi j'ai triché, j'ai pris un peu d'avance. Donc en haut, vous avez le téléphone de Jérémy et en bas, vous avez le mien. Je vais remettre les fenêtres. Je démarre une application Unity, donc ça prend un petit peu de temps. L'un sur l'autre. Voilà. Moi j'ai triché, j'ai lancé l'appli avant parce que c'est un peu long Unity. Et oui. Alors, donc je vais créer une nouvelle session. Donc AirCore Cloud Encore. Hop, donc là, je vais scanner l'environnement. Je vais commencer à détecter des plans. Voilà. Hop, je vais donc taper. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on fait... Ah, voilà l'effet démo. C'est qu'on fait un appel d'environ 2200 API pour chaque vertice. Ouais, donc là, je vais chercher un autre endroit parce que de toute évidence, on a un bel effet démo. Vas-y, change d'endroit. Hop, je vais chercher un autre endroit. Je vais joindre, moi, pendant ce temps-là. Vas-y. Hop.
Donc là, on fait un appel donc, de 2200 API. La première API, c'est la Bing Map API, donc, qui va nous servir à résoudre les coordonnées GPS de l'endroit. Ensuite, on appelle donc une API Open Elevation qui va nous récupérer toutes les élévations pour chaque vertice. Et après, on fait un appel d'OpenStreetMap pour récupérer les tiles, donc les images qui sont posées sur les différents meshs. Bon, là, on a un bel effet démo. Hein. Ouais, le réseau passe mal dans les amphis, c'est problématique. Le tien est plus joli que le mien. Ouais. L'idée est là. C'est la première fois on fera la démo dans le hall quand on a du bon réseau. Mais donc voilà, dans l'idée, c'est qu'on partage tous les deux une session, donc Cloud Encore. On est passé par le Unity Network pour se partager la clé Cloud Encore. Et donc, on peut visionner la même carte, mais d'un point de vue différent. C'est-à-dire que moi, je vois la carte comme je l'ai posée, Christophe de l'autre côté. Et normalement, en tout cas. Ouais. Bon, là, un petit effet démo à cause du réseau. Et on peut même partager des événements. Donc là, j'ai posé un drapeau au sommet de l'Everest, mais si, je l'ai. Quand même, on a réussi à faire ça. Bon, on n'a qu'un bout de la démo qui marche. Voilà, ça marche quand même en grande partie, mais voilà. Il reste 4 minutes. Alors, quand le réseau s'y prête bien, on peut avoir une expérience utilisateur qui est quand même sympathique avec Unity et Aircore. Le coût d'entrée n'est quand même pas neutre, donc on change de langage. Vu qu'on était sur Android avant, on passe de Java à C#, parce que c'est C# sur Unity. Donc l'IDE est à prendre en main. Donc l'IDE Unity, c'est plein de fenêtres partout. Il faut cliquer sur des boutons pour ajouter des composants. On avait un souci au départ avec le drapeau qui traversait la carte, parce qu'on avait oublié de mettre un rigid body, tout simplement. Donc les collisions ne se faisaient pas correctement. Mais il a fallu chercher dans tous les menus pour trouver où est-ce que ça se passait. Les concepts, c'est des concepts différents de ceux du web. On n'est pas sur un on-click. Sur chaque frame, chaque rafraîchissement d'image, pour chaque composant, il faut calculer tout ce qui est événement de collision, événement utilisateur. Donc c'est vraiment différent de l'application web classique où on a juste un formulaire où il faut cliquer sur Submit. Donc c'est un nouveau mode de programmation pour les développeurs web. On a parlé de plein de technos différentes pour faire de la réalité augmentée. On peut ne pas savoir vers quoi partir. Donc pour ça, il y a un consortium qui s'appelle Chronos Group qui a proposé un standard en février 2017 qui s'appelle OpenXR pour standardiser la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Il y a une version 1.0 qui est sortie le 29 juillet 2019. L'objectif de ce standard, c'est de standardiser à 2 niveaux. Tout d'abord, on standardise l'API. C'est-à-dire qu'on aura la même façon de faire de la réalité augmentée, que ce soit sur Unity, Unreal, WebXR ou autre, la même API partout. Et deuxième niveau, c'est créer une couche d'abstraction du device. C'est comme créer un pilote universel pour qu'on puisse directement interagir avec n'importe quel device du marché qui supporterait donc OpenXR. Ça nous permet de résoudre le problème de fragmentation de l'XR, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée une application pour une plateforme et un device, on est obligé soit de la recréer complètement si on est sur une plateforme tout à fait différente pour la redéployer sur un autre device, ou alors de la recompiler, ou alors il y a plusieurs étapes potentiellement assez complexes pour distribuer sur tous les devices du marché, alors qu'avec OpenXR, on développe une fois, on compile et c'est dispo pour tout le monde. Il y a beaucoup de monde derrière OpenXR, que ce soit software, hardware, mais il manque quand même un acteur majeur, évidemment Apple, qui est bien dans le consortium. Il y a même un support d'ailleurs pour ARKit d'OpenXR, mais c'est supporté par la communauté et Apple n'est pas actif dans le consortium Chronos Group, en tout cas pas pour OpenXR. Donc demain, si on veut créer une application qui peut être déployée partout, on va créer une application OpenXR et une application Apple. Merci à vous, merci de votre attention, et puis je crois qu'on n'a plus le temps de toute façon pour des questions. Il reste une petite minute. Merci.